En titre, Israël a repris son offensive sur la bande de Gaza. Benjamin Netanyahou a ordonné à l'armée de conquérir une surface encore plus importante pour en contrôler 70%, ce qui signifie que les Gazaouis vont être regroupés sur une zone encore plus réduite alors que leurs conditions de vie sont déjà alarmantes. Le ministre israélien des Finances veut quant à lui aller plus loin et carrément occuper toute la bande de Gaza. Je vous propose d'écouter le Premier ministre israélien. Nous sommes en train de contenir le Hamas. Nous contrôlons désormais 60% de la bande de Gaza. Vous le saviez, nous étions à 50%, nous sommes passés à 60% et j'ai donné pour instruction d'atteindre, commençons par 70%. Nous les encerclons de tous les côtés et nous nous occuperons des derniers bastions. On en parle sur ce plateau avec vous, Gauthier Ribinski. Bonjour. Bonjour. Cette annonce est dramatique pour les Palestiniens qui vivent déjà, je le disais, dans des conditions inhumaines. Comment se fait-il que le territoire soit toujours apparemment une menace pour Israël ? Ça, c'est un mystère, et c'est aussi un mystère qui concerne le Hezbollah au Liban. C'est-à-dire que depuis le temps où Israël combat ces organisations, et soyons clairs, le Hamas, effectivement, le combattre, ça n'est pas un problème. N'oublions jamais ce qui s'est passé le 7 octobre, qui est un cataclysme et surtout une manière de renvoyer à des années-lumière en arrière la population israélienne, la conscience collective, parce que, au fond, d'une certaine manière, comme disait le philosophe français Jean-Paul Sartre, c'est l'antisémite qui crée le juif. Parfois. C'est-à-dire que quand vous avez en face de vous quelqu'un qui veut vous tuer, il crée la conscience juive à partir du moment où un certain nombre de personnes qui ont été frappées par le 7 octobre étaient des gens qui avaient une réflexion sur une évolution nécessaire de l'identité israélienne au-delà des clichés et au-delà des carcans. Parenthèse fermée. Ce qui est important là, c'est de savoir si effectivement le Hamas à Gaza représente toujours une menace. Militairement, non. En revanche, en termes d'occupation et même de maîtrise des esprits, vous savez que le Gaza, depuis des décennies, vit sous un double blocus. Le blocus israélien et le blocus politique, on va dire, du Hamas. Oui, cette emprise-là est toujours là. Et cela prouve d'ailleurs qu'il n'y a pas de solution exclusivement militaire à cette affaire, dans la mesure où, contraints ou non, et dans leur malheur, les Palestiniens sont toujours tributaires du Hamas. Et c'est ça qui pose problème, c'est que, si vous voulez, autant d'un certain côté, l'action militaire est pensée par les Israéliens comme étant nécessaire, mais aussi comme étant quelque chose qui justifie la surveillance, la vigilance constante. Et au fond, c'est un peu ça ce que vend l'extrême droite israélienne à la population. C'est de dire, nous ne serons jamais en paix et il faut quasiment dormir avec l'arme au pied du lit. D'accord. Seulement, le problème, c'est que vous n'arrivez pas à vos fins. Le Hamas, oui, est toujours là. Bon, la question du Hezbollah aussi est quand même assez significative dans la mesure où Israël nous dit, voilà, on a démantelé X partie du contingent, si on peut dire, du Hezbollah, et il est encore là. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il est ranimé parce qu'il y a des nécessités israéliennes, ou bien parce que c'est difficile à détruire ? Probablement les deux, mais ça prouve, si vous voulez, que l'équation de la part du gouvernement israélien consiste simplement à constater le caractère irréductible de ces organisations et au fond de ne rien faire pour les neutraliser définitivement. Sauf militairement, mais on n'y arrive pas. C'est bien le problème. Vous évoquiez cet autre front, ce front libanais. Là aussi, effectivement, Israël élargit son occupation, ou tout du moins sa zone de combat. On voit bien que les cessez-le-feu ne sont pas respectés et on continue de lutter contre ses ennemis. Oui, alors, sur la question du cessez-le-feu, il n'est pas respecté par Israël, il n'est pas respecté par le Hezbollah non plus. Hein, c'est très clair. De toute manière, l'organisation du Hezbollah est en train de se chercher d'autres raisons sociales, si j'ose dire, c'est-à-dire de savoir quel peut être le nom et l'action d'un parti à partir du moment où la tutelle ou l'aide iranienne est moins forte qu'avant. Mais là encore, il y a des raisons, je ne dis pas des justifications, mais des raisons d'exister pour le Hezbollah qui sont des raisons politiques, typiques du Liban et typiques à la situation dans la région. Or, ce qu'essaye de faire Israël, c'est de
faire accroire l'idée que par la mobilisation militaire, les choses peuvent changer. Ça n'est pas vrai. Le Hezbollah correspond malheureusement à un besoin politique. Si vous ne démantelez pas ce besoin politique, si vous ne le supprimez pas, mais vous avez toujours la question sur les bras. Et donc, c'est aussi pour ça, j'en terminerai rapidement là-dessus, c'est aussi pour ça que la perspective d'élection en Israël qui doit se tenir avant le 27 octobre prochain est compliquée et joue un rôle dans cette affaire dans la mesure où la coalition actuelle est mise en danger. Alors, elle est mise en danger par une autre coalition qui serait plus au centre, on va dire. Mais vous savez qu'en Israël, le principe de la proportionnelle intégrale, en quelque sorte, fausse les choses, parce qu'effectivement, c'est très sourcilleux et très respectueux de la multiplicité, de la diversité des opinions, mais ça rend parfois le pays ingouvernable. Simplement, là, ce qu'il faut voir, c'est le danger que la chose représente à la fois pour la droite israélienne et pour Netanyahou lui-même, qui pourrait se retrouver confronté à ses propres turpitudes du passé. Et la question est de savoir si, dans ce cas, le gouvernement israélien n'a pas envie de déclencher une fuite en avant pour essayer de sauver cette coalition qui est quand même, il faut le rappeler, la plus à droite que l'État hébreu n'ait jamais connue.